Bienvenue dans So et Joe, le podcast où tout commence par une étincelle. Cela fait un moment qu'avec Geoffrey, on avait envie de créer un espace différent. Un lieu de conversation simple, mais vrai, où l'on parle de parcours, d'expérience et où une question vient toujours bousculer un peu les choses. C'est comme ça qu'est né le podcast So et Joe. Et pour ce premier épisode, on s'est dit qu'avant de recevoir des invités, il fallait commencer par nous. Alors, aujourd'hui, on s'interviewe mutuellement pour que vous en sachiez plus sur qui nous sommes vraiment. Et pour lancer la discussion, Geoffrey, j'ai une question surprise pour toi. Si tu avais une télécommande magique, tu choisirais de revenir en arrière pour changer un événement de ta vie ou d'appuyer sur pause pour revivre un beau moment encore et encore? Oh, ça commence dur. Alors, c'est complexe. Je pense que j'aimerais revivre un moment encore et encore. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire ça un peu plus dans les détails? Pourquoi? Parce que j'ai des souvenirs qui sont gravés et que à chaque fois que j'y repense, ça me fait sourire ou ça me fait plein d'émotions. Donc, je pense que je préférerais quand même le revivre éternellement sur commande qu'aller chercher à modifier malgré tout. Les choix qu'on fait sont pas toujours les bons, mais je pense que la vie est faite comme ça. Je suis assez d'accord avec toi, Geoffrey. Pour commencer, nous allons interviewer Geoffrey, ici présent, 26 ans, si je me trompe Non, bien. 27 déjà. 27 ans, oh my ouais. god, ça y est, ça commence déjà. 27 ans, sportif de haut niveau en danse sur glace C'est ça, et à tes heures perdues avec ta meilleure amie Solène Mazingue. c'est ça. Quand j'ai du temps. Quand t'as du temps, c'est ça. T'as pas beaucoup de temps pour moi, mais faudrait que tu fasses un peu plus de temps, je pense. Ouais. Des semaines chargées que Les tu... semaines chargées. Alors, je pense que tout le monde ici présent aimerait savoir quelle est la première chose que les gens devraient savoir sur toi. La première chose que je pense que les gens devraient savoir sur moi, c'est que je suis quelqu'un qui essaye d'être entier. Ok. Qu'est-ce que tu veux dire par entier? Que j'essaye de pas faire de détours Mhm. et que je sais que mes choix sont pas toujours ceux qui plaisent à tout le monde. Mais en tout cas, j'essaye d'assumer mes choix et de grandir avec. Et de vivre avec les expériences que tu as eues, en fait. C'est ça. Exact. Geoffrey est patineur et j'aimerais te poser la question, est-ce que tu te souviens de la toute première fois où tu es monté sur la glace? Oui, je me souviens très bien, c'était à Limoges. J'avais 2 ans et demi, donc déjà marcher, ça devait être compliqué à l'époque. Et je suis entouré d'une famille où on était très proches, mes cousins. J'ai un grand cousin, une grande cousine et un petit cousin, et un frère et une sœur. Et du coup, on avait tous essayé en même temps la glace. Tout le monde était sur la glace en même temps. Ouais, en fait, c'était à Limoges, on avait vu dans le journal 3 essais gratuits à la patinoire, et du coup, raconné. On a essayé et puis on est tombé amoureux de la glace, je pense. Moi, c'est le souvenir que j'ai. Et est-ce que aujourd'hui tout le monde encore patine? Alors, pour mes cousins, je sais pas trop. Ok. Je sais que mes cousins ont fait de la synchro à haut niveau, de la danse aussi. Moi, je sais, ma sœur est à Budapest dans l'équipe de de patinage synchronisé, et mon frère, non, maintenant, il est passé à autre chose, il est dans la restauration. Oh, waouh! Ton frère a fait de la synchro, hein? Ouais, Oui. pendant très longtemps, oui. En France? Oui, Ok. chez les Zoulous. Ok. Pourquoi le patin et pas un autre sport? Qu'est-ce qui t'a accroché dès le départ dans le patinage? Je pense que c'est le fait de glisser, le fait aussi de pouvoir avoir une certaine liberté dans ce qu'on fait, c'est un art quand même. Et la performance, parce que ça allie beaucoup le côté technique, mais aussi le côté artistique. Et j'ai toujours aimé créer. J'aime rechercher les portées, les transitions, ça me plaît. Donc, je pense que ça m'a nourri. Mhm. Et peut-être ce que j'ai pas trouvé dans d'autres sports, parce que j'ai quand même fait du tennis étant plus jeune aussi, un peu d'équitation. Mais voilà, ça a pas autant accroché que le patinage. Après, j'avais de la chance, je le faisais aussi avec ma cousine pendant très longtemps. Donc,
j'aimais ça. Ça a créé des liens. Est-ce que tu as commencé, dès ta première année à faire du patinage artistique ou à faire du patinage en danse? Bah, à Limoges, en fait, il y avait un socle commun. On faisait un petit peu d'artistique et un peu de danse, donc Mmh. c'était, assez intéressant. Donc j'ai fait les 2 pendant OK. assez longtemps et puis après, je me suis tourné vers la danse parce que Les sauts, je préférais. OK, parfait. Hem, Puis ça, c'est une question là et je c'est en même temps de parler, je viens d'avoir la question. Est-ce que tu as commencé le couple après combien de temps, en fait? Est-ce que tu as fait du solo avant ou tu as commencé directement le couple? Non, j'ai fait un peu de solo. Non, non, j'ai fait quelques compétitions en solo et après, oui, assez vite, on a commencé le couple. J'ai une photo où on est tout petit, on patine sur, ouais, j'ai Pierrot et Colombine Ah oui! et donc on est tout petit et non, non, on a commencé assez jeune le couple. OK, OK et je pense que tu as commencé jeune le patinage, après tu as commencé le couple. À partir de quel moment tu t'es dit que ça pouvait être, que ça pouvait devenir plus une passion? Oh, je pense que ça s'est fait un petit peu, petit à petit parce que dans le patinage, on monte les échelons doucement et puis, on a commencé à avoir des résultats. On a été champion de France benjamin, puis après novice, puis dans l'engrenage, on est arrivé en junior et les premiers grands prix. Donc les premiers grands prix juniors, c'est les internationaux et après, voilà, on se retrouve dans le milieu, on est athlète de haut niveau et puis ça a jamais été un travail, c'est une passion. Oui, c'est pas, tu t'es pas posé à un moment et puis tu pas eu une réflexion dessus, en fait. Au fur et à mesure du temps, c'est passé comme ça. C'est devenu, Ouais. un sport de haut niveau pour moi et ça a pris de la place dans ma vie. Mais ça s'est fait tout petit à petit, Ouais, naturellement, je dirais. ça c'est cool. C'est cool parce qu'en fait, c'était comme un peu, t'étais inné pour faire ça. C'était comme, t'avais le talent pour être sportif de haut niveau, en Bah, fait. disons qu'en plus, le patinage m'a toujours été un peu un échappatoire pour moi parce que j'ai jamais été très fort à l'école. Ok. Je suis hyper dyslexique, donc la lecture, l'écriture, ça a toujours été, assez complexe et bah, le patinage, en fait, j'ai toujours trouvé mon moi parce que t'as pas besoin d'écrire, t'as pas besoin de De lire. de lire, à part la droite et la gauche que tu dois savoir, ça reste basique et donc j'ai toujours été d'une certaine façon content de pouvoir réussir dans un domaine où, à l'opposé, à l'école, c'était plus complexe. Ok. Je comprends. C'est assez intéressant. J'ai appris il y a pas très longtemps que tu étais dyslexique. Est-ce que ça a été quelque chose de compliqué pour toi sur la glace ou justement au contraire c'est vraiment quelque chose qui t'a libéré parce que je suis pas dyslexique donc je sais pas vraiment comment ça se passe et tout ça. J'imagine que tu as des difficultés à l'école, mais est-ce que sur la glace c'était une difficulté en plus pour toi? Bah, après, c'est toujours une difficulté, par exemple, pour retenir les pas, quand j'étais plus jeune, retenir un petit peu les pas, des fois, des petits moments de perte d'attention. C'est Mhm. plus, c'est sûr que ça se voit beaucoup plus à l'école que dans le sport, mais d'une certaine façon, ça m'a toujours nourri à faire plus que les autres. Les autres faisaient tant de répétitions, j'allais en faire 2 de plus parce qu'il fallait Mhm. que ça allait être comme ça et je pense que ça a forgé le caractère que j'ai et la manière dont je vois les choses. Je pense qu'on il faut pas abandonner les choses. C'est tant qu'on n'a pas fait tout ce qu'on pouvait, il faut pas lâcher. C'est très beau et je suis assez d'accord avec toi. Est-ce que t'as eu il y a eu des moments où tu as pensé à arrêter le patinage? Oui, à la période juste avant le covid, je finissais le junior et avec ma partenaire, donc qui était ma cousine, on a décidé d'arrêter, de se séparer et à l'époque, je savais pas si je voulais continuer. Ça a été une période un peu compliquée, beaucoup de remises en question, beaucoup de j'étais un peu perdu, et donc du coup, bon, pas forcément fait les bons choix et voilà, j'ai quitté un peu le milieu du patinage OK. et au final, au bout d'un moment, je me suis dit: «Bah non, ça me manque» et moi, j'ai pas fait ce que j'avais, envie d'atteindre comme objectif
et je sens que je peux faire mieux. Mhm. Et du coup, voilà, je me suis relancé dedans, j'ai cherché une nouvelle partenaire et je le regrette pas, hein. T'avais à peu près quel âge quand ça s'est passé? C'était aux alentours de 18-19 ans à peu près, Puis t'as arrêté pendant une certaine période, c'est ça le pendant une patinage? saison, Une saison? pendant un an, Ok. Puis en fait, t'es revenu aussi vite que c'est parti. ça, Ouais. je suis parti, j'ai trouvé une partenaire et c'était reparti. Ouais. Aujourd'hui, tu fais partie de la Team France, mais tu vis à Montréal. Comment tu en es arrivé à ce mélange? On a été pendant 3 ans en Russie avec Ok. ma partenaire actuelle, Evgenia. Et quand le Covid est arrivé, qu'il y a eu les problèmes un petit peu entre l'Ukraine et la Russie, les frontières ont commencé à se fermer et Oui. c'était beaucoup plus compliqué d'aller travailler en Russie. Ok. Et nous, on avait le souhait aussi de monter notre programme avec Guillaume Cizeron, qui nous a suivis pendant 3 ans, qui a monté nos chorégraphies. Et donc, en travaillant avec lui, on s'est dit bah, pourquoi on ne viendrait pas travailler aussi un petit peu avec Montréal, qui est la plus grande école Oui, reconnue dans exactement. le patinage en ce moment. Et donc voilà, on a été très vite adopté ici. En parlant de Evgenia, tu patines avec une partenaire russe. Comment est née cette collaboration? Bah, on s'est rencontrés sur le mythique du patinage. Ça s'appelle Ice Partner. Et donc c'est un site où finalement on rentre l'âge, la taille, on met quelques vidéos. Et j'étais inscrit dessus et Evgenia m'a contacté. On a fait un essai sur Lyon Ok. et bah, ça a tout de suite clippé. On a décidé que ça allait fonctionner et bah, ça a fonctionné. Wow. Ouais. Donc là, si je me repère bien, attends, t'as commencé à Limoges, t'es parti en Russie, t'es revenu à Lyon, t'es à Montréal. Est-ce que tu peux nous repérer un peu plus Ah, dans le temps là? voilà, j'ai fait beaucoup de petits voyages parce que j'ai commencé à Limoges, mais j'ai été m'entraîner un an à Bordeaux Ok. avec Pierre et Benjamin à l'époque, qui, qui était un club formateur de couples. Et donc après, on est resté un an, puis on a déménagé à Besançon, Ok. et puis après Lyon. Ah oui, t'as fait tous les pays de la France. J'ai fait beaucoup de villes de France, ouais. Et, euh, et après la dernière année, j'ai été à Milan avec mon ancienne partenaire. On s'est entraîné dans le groupe de Barbara. Oh, ok. Et, euh, et par la suite, on est parti en Russie avec Evgenia Oui. et Montréal. Ok. Quelle est ta ville préférée Oh, du moment? ma- mon cœur sera toujours à Moscou. Ah Moscou, oui. c'est incroyable et je crois que ça restera gravé. Mais Montréal commence à être très... on se plaît bien. Ouais. C'est vrai, je suis restée un an à Moscou, moi aussi. Et bah, juste avant ça, la guerre en Ukraine. Et c'est complètement un monde différent, hein. La Ouais, culture est non. complètement différente. La nourriture, c'est fou, hein, comment ça peut changer de pays à un Beau. autre. Et c'est beau, Moscou. Ah oui, C'est vraiment très beau. c'est vraiment beau. Il fait moins froid à Moscou qu'ici à Montréal. Donc, c'est mieux, on va dire. Les hivers sont moins rudes. Exactement. Ici, il fait extrêmement froid à Montréal. Je dirais que c'est la seule chose que je reproche d'ici, de Montréal, en fait. C'est qu'il Ouais, fasse extrêmement froid. c'est ça. C'est horrible, sérieusement. C'est quoi le plus beau et le plus difficile dans une carrière à deux sur la glace? Le plus beau, ça reste les victoires, j'imagine. Les moments de complicité où on finit un programme et on se dit, bah voilà, on l'a fait. Je crois que l'image qui reste et qui est importante, c'est bah, l'année dernière au championnat d'Europe, on était deuxième après le short et fallait faire le long. Mhm. Donc beaucoup de pression. On jouait notre première médaille européenne, donc la pression était assez intense. Et, euh, et, c- et, et à la fin, je me souviens, Evgenia, elle me regarde et elle me dit, bah, on l'a fait, we do it. Et c'est vrai, en fait. Genre, on avait patiné comme on devait patiner pour faire une médaille à l'Europe. Donc, ça, c'est le plus beau. Après, le plus dur, ben, c'est les moments où c'est un peu plus compliqué, où l'entraînement, ça se passe pas forcément comme on le souhaite, ou même les résultats arrivent pas comme on les voudrait.
Mais bon, ça fait partie du processus, je pense, aussi. Et une carrière sportive, c'est beaucoup de hauts, beaucoup de bas. C'est un enchaînement d'émotions aussi. C'est comme ça qu'on apprend, j'ai envie de dire C'est aussi. ça. Donc, oui, c'est ça. Je pourrais. C'est ça, c'est les plus beaux moments sont personnellement pour moi, moi c'était au Japon, au championnat du monde au Japon. Mais c'est ça, une fois que tu finis ton programme, que tu vois toutes les personnes, les fans dans les tribunes qui t'applaudissent, C'est ça. c'est waouh, t'as Ah consacré ouais. toute ta vie pour le patinage en soi, puis là t'es au championnat du monde, tu finis ton programme, c'est comme Et les gens reconnaissent le travail que tu as fait parce que, enfin, leurs applaudissements sont là en soutien à tous les efforts que tu as fait derrière. Donc, c'est pas forcément juste. Ouais, c'est important. Je ouais, pense que c'est des moments forts qu'on a dans une vie de sportif et qu'on se rend pas forcément compte. non, tellement de pression sur nous à chaque fois dans C'est l'année. ça, c'est ça. C'est quoi la chose la plus improbable ou la plus drôle qui t'est arrivée en compétition, mais que personne n'a jamais vue à la télé? Eh ben, petite anecdote drôle. Euh, donc, du coup, bah, on revient sur ces championnats d'Europe. Et juste avant de monter sur le long, euh, je dis à Eugenia, on était en train de marcher dans les couloirs main à main, dans la zone où on attend en fait, parce que les autres couples passaient. Et je me souviens avoir dit à Eugenia, voir la pendule et dire, ben, il y a le bus qui passe dans 5 minutes. Si on y allait, si on se la jouait à la Bonnie and Clyde du patinage et qu'on partait. Et ben voilà, ça, personne ne l'a jamais su, mais c'était le Le petit bus Joe. qui t'emmenait à l'hôtel, c'est ça? Le bus qui nous emmenait à l'hôtel, exact. Eh, c'est fou ça! Tu sais, tu te mets dans ta bulle pour aller sur la glace, pour aller performer. Mais Puis là, non, tu regardes la pendule et t'es quand même. nous on s'est dit, et si on s'échappait, on nous en voudrait peut-être pas. Finalement, est-ce que ça valait le coup de s'échapper? Non, je pense qu'il fallait le faire, on l'a fait et ça s'est plutôt pas trop mal passé. Plutôt pas trop mal, hein. Ouais, Le non. rendu était plutôt pas mal. Ça fait quoi d'avoir été médaillé d'argent au championnat d'Europe? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Bah, ça a pas changé grand-chose. Ok. Je peux pas dire que ça a fait un changement drastique dans ma vie. Après, c'est une fierté personnelle, c'est un aboutissement aussi. Parce que sportivement, une médaille européenne, je pense qu'il n'y a pas énormément de sportifs qui peuvent dire qu'ils ont fait ça. Mais c'est beaucoup aussi de plaisir de se dire que voilà, maintenant, tout ce qu'on a enduré, tout ce qu'on a travaillé, ça paye aussi. Donc, c'est beau. Là, je veux aller un peu plus dans le côté professionnel, mais est-ce que, par exemple, ça t'a d'avoir eu cette médaille dans ta carrière, c'est quand même ton palmarès, ça va rester là toute ta vie. D'ailleurs, félicitations. Est-ce que, est-ce que des entreprises sont venues te voir? Est-ce que des marques sont venues te voir pour du sponsorship? Comment ça se passe au niveau de ça? Non, pas encore. Il y a des sponsors qui nous ont contactés, mais c'est toujours un peu compliqué parce que on n'est pas un sport où malheureusement on peut porter de logo Mhm. sur la glace à part quand on fait l'échauffement. Donc les marques sont pas forcément intéressées pour vraiment juste rentrer dans le process de donner de l'argent pour pas forcément avoir de la visibilité. On a les réseaux Mhm. où on commence un peu à sortir, mais c'est pas encore assez vendeur. Mhm. Peut-être que après quelques autres médailles, on pourra renégocier. C'est le projet aussi de pouvoir attirer des marques et je pense que ça s'en vient. Le patinage devient beaucoup plus attractif, mais ça peut être poussé plus loin, je pense. Oui, c'est ça, c'est encore bloqué dans les années 80. Oh, je sais pas, non, Non? ça a été un peu moins médiatisé à une époque, donc ça revient doucement. Ok. Bah, on espère que vous allez réussir à trouver des sponsors parce que c'est quand même un atout à avoir en tant que sportif, surtout si vous participez aux Jeux Olympiques qui vont être à Milano pas cette année, en 2026, en février. Donc, ça serait quelque chose d'assez cool pour vous au niveau du soutien. En parlant des JO de Milano, dans quelques mois, tu participeras aux JO de Milan. Je pense que tu vas savoir cette réponse d'ici À la suite des grands prix, un petit peu à la suite des grands prix, les résultats, et après les championnats de France qui sont en décembre, on aura une réponse, confirmation. voilà, une confirmation officielle de participation aux Jeux. Ok.
Si tu te mets déjà dans le mood, qu'est-ce que ça représente pour toi, les JO? Oh, bah, je pense que c'est un rêve d'enfant, ça c'est sûr, parce que moi je les regardais à la télé et je regarde encore beaucoup les jeux à la télé. Je suis pas énormément de sport tous les jours, mais les jeux, ça a toujours été un moment où ben, toutes les disciplines, que ça soit l'été ou l'hiver, c'est incroyable de regarder les sportifs qui ont fait ça toute leur vie pour arriver à cet événement-là, qui est les Jeux, et c'est fou. Donc, je pense que le jour où j'aurai l'opportunité de fouler la glace à Milan, ça sera un grand moment pour ma vie et mon épanouissement. Là, on veut voir la vidéo au moment où tu vas voir la glace, là, la patinoire. Ah, On a envie de voir ça, là. tu auras une vidéo directe. Yes. Toi et moi, on est meilleurs amis. Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'on s'est autant accrochés l'un à l'autre? Je pense qu'on se complète. Je pense aussi, oui. Je pense que tu es un petit peu le feu, je suis un peu la glace. Je suis plus que le feu, je dirais, là. Je suis une météorite, là. Ouais, J'arrive peut-être, oui. Tu intense, mais c'est très ça intense. qu'on aime. Non, je pense qu'on s'est trouvés à des moments où on avait besoin aussi de se compléter, je pense, parce que on n'a pas toujours eu des moments simples et ça nous est arrivé aussi de ne pas être d'accord. Et je pense que c'est ça aussi qui fait une belle amitié, c'est dans les moments compliqués, savoir doser le. Faut te mettre un coup de pied au cul et la façon aussi de dire, bah, ok, réfléchis à quand même comment tu as agi, comment tu as réagi et qu'est-ce que tu peux changer pour évoluer. Et je pense que je le dis souvent, en off, mais tu as beaucoup évolué. Moi, je t'ai vu évoluer depuis ton accident et t'es plus la même femme. Enfin, t'es devenu quelqu'un qui est vraiment maintenant beaucoup plus posé, peut-être un peu moins faux folle. Peut-être un peu moins, oui, mais j'y reste toujours, malheureusement. Malheureusement, ou peut-être que c'est bien aussi. Oui, ça fait partie de ton ADN et c'est ça qu'on aime. Je Ouais. pense que on te reconnaît aussi à la façon dont tu réagis. Je pense que notre plus grande force dans notre relation, c'est la communication. On communique énormément ensemble. Quand il y a quelque chose qui va pas, je le dis, ou quand c'est pareil pour toi, tu le dis. Puis on n'essaye pas de s'éloigner, puis c'est bon, bye. On essaye Non, vraiment de revenir l'un vers l'autre après et je- d'en parler. bah oui, oui, je pense que c'est ça qui est important et qui Ouais, fait la fondation de notre amitié. ouais, je pense aussi. Très belle amitié. Après les JO, après la carrière, tu te vois où? Tu te vois comment? Ah bah alors là, c'est beaucoup de questions où je n'ai pas de réponse. Parce que post-carrière, bah, j'aimerais coacher. J'aimerais continuer à faire des chorégraphies parce que ça me plaît et je pense que je veux rester dans le milieu du patinage. Euh, Être derrière la barrière, c'est aussi complètement différent dans l'approche, dans ce qu'on donne. Donc, je sais pas où je serai, mais je sais que je resterai dans le patinage, ça c'est sûr. Parce que je pense que c'est un peu comme tout, quand on commence à donner sa vie à quelque chose, il faut y rester pour transmettre aussi ce Oui, qu'on nous a donné, ce qu'on nous a appris et les valeurs qu'on veut transmettre. Parce qu'il y a des choses aussi à faire évoluer dans le patinage. beaucoup de choses, oui. Et si tu peux mettre une pierre à l'édifice, je pense que c'est important de le faire. Oui, pour les futures générations, en fait. Exact. C'est vraiment transporter les valeurs du patinage de génération en génération. Puis forcément, il y a des choses à améliorer, hein, Non, mais c'est clair. il y a quand même cette passion qu'on veut, qu'on Et veut pas c'est qui. un sport qui est incroyable. Ouais. Je pense connaître beaucoup de sportifs où ça les a aidés dans leur vie et dans leur développement de faire ce sport. Et je pense qu'il faut que ça continue et que ça perdure. Mais après, voilà, on peut rendre ça un peu plus sain et un peu plus fair-play. Si on peut le faire, ce sera parfait. Exactement. Donc, dans 10 ans, 15 ans peut-être, même peut-être un peu plus tôt, coach, chorégraphe Geoffrey Brissot sera sur la glace quelque part dans le monde, c'est ça? Peut-être quelque part dans le monde. Nice. Sa meilleure amie sera toujours là, toujours derrière elle, toujours derrière lui, pardon, mais... C'est à ton tour maintenant, Geoffrey. C'est à moi? Oui, let's go. Bon, allez. Donc du coup, interview pour Solène Mazingue.
Oh pour my le God. podcast de So et Joe. Je vais te poser la question, la fameuse et l'unique. Si tu pouvais avoir un super pouvoir pour une seule journée, tu choisirais d'effacer un souvenir embarrassant ou de revivre ton meilleur moment à volonté? Je pense que je dirais de revivre mon meilleur moment à volonté. Euh, je trouve que l'embarras, c'est plus négatif, puis j'ai pas vraiment spécialement envie de vivre du négatif ou de rester dans le passé non plus. Mais revivre un moment qui m'a énormément plu, qui m'a... Par exemple, le moment que je pense tout de suite dans ma tête, là, c'est les championnats du monde au Japon, Saitama 2023, je crois. Ouais, c'est ça. Euh, Waouh! Quand j'y repense, là, j'ai la chair de poule, puis j'ai envie de me mettre à pleurer. Après notre programme court, le rythme dance, c'était le meilleur moment de ma vie. Et je pense que je pourrais le revivre. C'était ta première où je pense que l'entièreté de la patinoire s'est levée pour t'applaudir. Ah oui, c'était... Non, mais c'était incroyable, en fait. Je me souviens, je pense que ça a bien duré 5 minutes où tout le monde était debout en train de vous applaudir parce que c'était- c'est C'était... incroyable ce que vous avez fait. C'est incroyable. Sérieusement, j'étais sur la glace. Je me suis juste effondrée sur Marco parce que j'avais eu genre toute la tension que j'ai accumulée et tout ça. J'étais comme, oh my God. Puis je me suis mise à pleurer. J'ai regardé autour de moi et c'était comme, waouh. Ouais, Genre, ça a été des mois de préparation, des mois d'efforts. Je me souviens, avant les championnats du monde, on allait tous les jours à la salle parce qu'il fallait garder le cap. ouais. Bien sûr, ça m'a fait un corps que je regrette pas du tout. Les vacances en Thaïlande ont été très belles pour ça. Non, je rigole. Mais je sais les efforts que ça t'a coûté et je pense que, comme je disais tout à l'heure, le public a su reconnaître ça. Je me souviens, c'était Ouais. incroyable. Ah oui, c'était vraiment, vraiment incroyable. Ouais. Je revivrais ça 1 million de fois. Bon, bah, parfait. Donc, tu as commencé le patin hyper tôt, Oui, à seulement 2 ans et demi, un peu comme moi, exactement. en 2025 à Rouen. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu tes souvenirs de premier pas sur la glace? Alors, sérieusement, j'ai eu un accident, j'ai perdu ma mémoire et j'avais 2 ans et demi, donc ça arrange pas vraiment le tout. Mais ce que ma mère m'a dit, c'est qu'un jour, je regardais la télé je regardais la télé et c'était le patinage. Puis j'ai dit à ma mère que je voulais faire ça. J'ai montré, puis j'ai dit ça, ça. À la base, je faisais de la gymnastique. Ma mère m'emmenait toutes les semaines et je pleurais, je pleurais, je pleurais. Donc elle s'est dit, OK, on va la mettre au patinage. Elle va pleurer, elle va détester ça, Elle va avoir froid et Elle va avoir puis froid, puis ça elle va sera tomber 3 terminé. fois, ça va lui faire mal et au revoir. Exactement. Puis ma mère voulait absolument que comme elle voulait pas que je fasse ça là, c'était trop froid pour elle, c'était un monde. Elle préférait la plage là que j'aille faire je sais pas pas du badminton, mais je sais plus comment on appelle ça là. Donc ma mère me disait oh bon, ça va pas lui plaire. Je suis allée sur la glace, je n'ai pas pleuré. Je suis restée toute l'heure sur la glace. J'ai fait une crise en sortant de la patinoire, enfin en sortant de la glace parce que je voulais rester. Et depuis ça, je me suis jamais arrêtée. Je me suis arrêtée 1 an entre deux dans ma carrière, mais depuis ça, je me suis jamais arrêtée. Donc du coup, tu étais plutôt une petite tornade, quoi. Tu étais plutôt intrépide sur la glace plutôt que prudente et sage à tenir la barrière. Ah ouais, non, moi, je fonçais, là. Tu étais une casse-cou, toi. Ah ouais, moi, je sais pas... je sais pas comment on pourrait dire, là, mais... Oh non, j'ai foncé la tête baissée, là. On va partir à 14 ans déjà. Tu t'en vas à Villars. Ça doit être un grand changement pour toi. Raconte-nous un petit peu ton expérience, comment ça s'est passé. Et c'est quand même très jeune pour quitter sa famille. Oui. Donc parle-nous-en un petit peu. À 14 ans, j'ai décidé... En fait, toute ma vie, j'ai patiné à Rouen jusqu'à mes 14 ans. Et à 14 ans, j'avais perdu mon partenaire. Il fallait que je me retrouve un partenaire. Puis j'ai décidé, OK, faut que si je veux aller dans du haut niveau, va falloir que j'aille dans un club un peu plus haut que ce que je suis maintenant. Donc, je suis allée à Villard-de-Lans. Villard-de-Lans, à l'époque, était le pôle pour les couples, ce qui me semble... Je suis pas sûre totalement, mais ce qui me semble, c'était le pôle pour les couples. Donc, Oui, j'ai c'est ça. décidé à 14 ans d'aller dans le club de Villard-de-Lans. Au début, les premiers mois, j'étais en internat parce que forcément, à 14 ans, avoir un appartement tout seul, c'était
c'est différent, là, c'est compliqué. Mais les horaires avec l'internat, c'était trop compliqué. Je pouvais pas déjeuner, il fallait que j'apporte mon déjeuner moi-même. Ça coïncidait pas avec les entraînements. Donc, j'ai décidé d'aller en appartement. Il faut savoir que j'étais à 8 heures de route de chez ma famille. Donc, c'était plutôt loin. Ils venaient tous les 15 jours au début. Après, ça a été un peu plus tous les mois parce que ma petite sœur est née, donc c'était plus compliqué. Mais c'est ça, à 14 ans, je suis partie de ma famille. Pas parce que j'étais en mauvais termes, mais juste parce qu'il fallait que j'upgrade mon patinage et que si je voulais aller aux Jeux Olympiques un jour, il fallait que forcément j'aille quelque part pour m'améliorer, progresser, Ouais, etc. c'est quand même ce qui revient souvent. Souvent, les athlètes doivent quitter leur famille Ouais. pour partir dans des centres parce que on n'est pas forcément à l'endroit où est le plus grand centre de patinage. Exact. Ben, en fait, ce que je dis tout le temps quand j'ai des discussions avec les personnes, c'est que les sportifs de haut niveau, là, ils sacrifient énormément de leur vie, sérieusement. Je me rappelle que moi, quand j'étais en primaire, j'allais pas aux anniversaires de mes amis, j'étais invitée, mais je pouvais pas y aller parce que j'avais soit une compétition, soit j'avais des entraînements. C'était très compliqué quand même. En fait, toute ma vie, le patinage, ma vie a tourné autour du patinage. Alors oui, j'allais à l'école parce que j'avais besoin quand même d'une éducation minimum, mais sinon, c'était les entraînements, les entraînements, les entraînements. Si j'étais pas à l'école, j'étais aux entraînements. Donc ça pouvait être le patinage, mais ça pouvait être la danse classique, ça pouvait être le théâtre, ça pouvait être... On a le patinage, mais on a tellement de choses aussi à côté. Moi, je me rappelle, quand j'étais petite, j'avais un problème avec le rythme. Donc, ma mère m'avait acheté un jeu de DS où tu sais qu'il fallait comme appuyer sur le bouton pour être en rythme. Ça faisait 1, 2, 3, 4 et t'appuyais sur le bouton. Donc, je passais genre 1 heure par jour à faire ça. Donc, déjà, c'était divertissement, c'était un jeu. Mais je passais 1 heure par jour à faire ça pour apprendre, tu sais, le rythme, à compter sur des musiques et tout ça. Merci, Au maman début- Solène. Merci, Elle a le maman rythme Solène. maintenant. Merci Nintendo d'avoir fait ce jeu. Elle a réussi. Elle a le rythme. Yes. Tu as eu plusieurs partenaires différents. Tu as eu Jean, Maxime Maxime Dosreis, Dosreis et Marco. Yevgeny Gadayenko. Ouais. J'aurais pas été prononcé ou écorché son nom, mais parfait. Alors, qu'est-ce qui t'ont apporté chacun? Tu les as rencontrés à différentes périodes de ta carrière. Parle-nous-en un petit peu, décris un petit peu ce que chacun a pu t'apporter. Des petites anecdotes qu'on rigole un petit peu aussi. Alors, Jean Fourneau a été mon premier partenaire. Pardon. Aujourd'hui, il patine avec Selena Fraggi. J'ai commencé avec lui à partir de 6 ans, le couple. Et en fait, moi, toute ma vie, j'avais patiné en solo. Je faisais des compétitions solo nationales, puis c'est tout. Puis quand le couple est arrivé, au début, on m'a proposé, puis j'étais quand même, ok, why not, tu vois, si je veux faire, on m'avait comme parlé de l'international et tout ça, puis c'était vraiment le couple, tu peux faire de l'international qu'en couple, là, aujourd'hui. Donc j'étais comme, ok, on va essayer. Et en fait, ça a été un pur plaisir pour moi de patiner avec une personne parce qu'il avait mon âge, on s'amusait bien, on avait une très bonne entente, on faisait des programmes assez rigolos, comme on a dansé sur C'est rigolo, exactement. Une petite vidéo. On était des clowns carrément sur glace, là. Clairement, on était vraiment des clowns et on a vraiment eu une partie de plaisir. Moi, j'ai vraiment aimé ça, de patiner avec Jean. C'est lui qui m'a fait aimer le couple. Après, je suis partie à Villars. Malheureusement, avec Jean, on a arrêté ensemble. Et j'ai eu le partenaire Maxime Dosreis. Maxime Dosreis, lui, il m'a fait découvrir l'international. C'est avec lui que j'ai commencé mes premières compétitions internationales à Riga, à Istanbul. C'était magique, sérieusement. C'était waouh, je commence vraiment à peser dans le game, tu sais. Ouais. Je vais dans les compétitions les internationales. Ah, c'est ça. Puis là, tu rencontres d'autres patineurs internationaux. Puis là, tu commences à côtoyer, oui, le niveau c'est international, mondial, ça, avec exactement. les Russes, les Américains qui ont quand même un sacré niveau. En C'est principe, ça. moi, je me souviens que nos premières internationales où on s'était dit « Ah ouais, on est quand même pas encore là. » Ouais. Mais c'est ça. Avec Maxime, il m'a vraiment apporté jusqu'à l'international. Et c'est ça, en fait. C'était comme, OK, là, je me suis dit, OK, c'est ça que je veux. Je veux continuer là-dedans. Et pour Marco, ben là, ça a été complètement différent. Première compétition ensemble, Grand Prix. On a fini 3e, ce qui
sérieusement incroyable pour une première compétition ensemble. Puis c'était un Grand Prix. On a fait les championnats d'Europe, on a fait les championnats du monde. On était dans la team olympique. Marco m'a amené au plus haut de ma carrière, en fait. Sans lui, vice-versa, sans moi, on n'aurait pas pu finir à ce niveau-là. Et c'était vraiment... c'est une très belle fin pour ma carrière. En 2021, tu pars en Russie, Exact. puis en avril 2022 à Montréal. Ça devait être des expériences complètement différentes. Ouais. Qu'est-ce que tu en retiens? Quels sont les souvenirs les plus importants que tu gardes de chaque endroit? Alors déjà, il faut savoir que du coup, moi, jusqu'à mes 18 ans, je me suis entraînée en France. Puis on a décidé avec Marco d'aller s'entraîner en Russie. Malheureusement, quand la guerre a éclaté, on a dû rentrer parce que les frontières fermaient. Mais sérieusement, la Russie et les coachs là-bas sont clairement différents. C'est un tout autre level. Tu t'es entraîné avec Alexander Zoulin là-bas, Exactement. qui a entraîné des champions olympiques Oui, et des médaillés. oui, exactement. Ouais, un grand Et coach. Nathalie Péchala aussi avait patiné dans cette team-là. Pour la petite histoire, Nathalie Péchala a commencé à Rouen comme moi, puis après a fini, enfin, a pas fini, mais a allé aussi à Zoulin, donc c'était comme petite anecdote facile, là. T'es une grande fan, je crois, en plus. Alors, ça t'a toujours un peu inspiré, je pense. oui, c'est ça. Depuis toute petite, en fait, moi, je regardais Nathalie Péchala et tout ça. J'ai toujours été comme, waouh, moi, je veux être comme elle. Tu sais, j'étais comme, c'est moi qui vais être à la télé bientôt. Et du coup, c'est ça. Ce qui m'a plus plu, en fait, en Russie, c'est la méthode de coaching. Alors oui, elle est un peu hard, là, on va dire. C'est un peu difficile, mais ça m'a tellement fait grandir. Puis mon skating skill est passé à tellement un niveau différent. En fait, mon patinage est passé à un niveau différent. Et là, je me suis dit, waouh, ok, c'est ça l'importance d'aller voir aussi dans d'autres teams, d'aller récupérer les méthodes, tu sais, de patiner pour te construire toi. Et après, malheureusement, donc on a dû partir du pays. On est allé à Lyon pour s'entraîner un peu. Et après, on a décidé d'aller dans la team IM parce que c'était le meilleur club au monde, qui est toujours le meilleur club au monde, je pense. Oui, oui. Donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à Montréal. Et c'est là où on a fait nos deux saisons à Montréal. Ok, et du coup, pour nous parler un petit peu, quel est le meilleur souvenir que tu gardes en compétition? Ah ben, ça va être les championnats du monde. Au Japon. J'ai envie de dire que ça va être aussi... Alors, j'en ai plusieurs. Parce qu'on peut en... On peut en avoir plusieurs. On peut en avoir plusieurs, parfait. Premier souvenir, c'était mon Grand Prix... Mon Grand Prix avec Marco, 3e place. Premier Grand Prix de ma vie, 3e place. C'était waouh pour moi. Ça a été les championnats du monde à Saitama, après mon accident. C'était incroyable, l'un des plus beaux exploits de ma vie. Ça a été les premiers championnats du monde que j'ai fait avec Marco, où on est arrivé 20e et on a pu se qualifier pour le programme long. C'était notre 2e compétition senior. On faisait les championnats du monde, puis on a réussi à se qualifier. On était quand même, waouh, notre première année, 2e compétition senior, premier championnat du monde de notre vie, de ma vie à moi, et je suis 20e. Ça commence à peser dans le game. Là, ça commence à peser dans le game. J'étais comme, waouh, ok, je suis pas nulle, on va dire. J'ai quand même un sacré talent, on va dire. Et je pense que j'ai envie de dire que oui, je pense que j'en ai eu plusieurs quand j'étais plus jeune, mais ceux qui me viennent en tête maintenant, c'est ça. Là. Parfait. Donc, on va revenir un petit peu sur ton accident. Ouais. Le 29 septembre 2022, tu tombes sur la tête. Ça doit être un gros tournant dans ta vie. C'est un gros tournant dans ta vie. Ça t'a changé la vie, on peut dire. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu l'as vécu, comment tu t'es relevé, un petit peu, je sais que tu en parles pas mal sur les réseaux, mais je pense que c'est important de pouvoir voir cette face aussi, parce que ça t'a donné de la force. Ouais. Ça t'a donné aussi beaucoup de combats à battre. Et je pense que tu peux en être fier, donc je pense qu'il faut en parler. Ouais. Mon accident, 29 septembre 2022, je suis tombée sur la tête. On s'entraînait pour une semaine après, on avait le Challenger de notre première saison avec Montréal. Et on s'entraînait pour cette compétition internationale. On faisait notre programme en entier. Malheureusement, il y a un trou dans la glace. La lame de Marco se bloque dans le trou. Il faut savoir qu'il me portait en l'air.
Je suis tombée sur la tête. Lui, il est tombé en arrière. Je suis tombée sur la tête. Je me suis cassé le crâne avec hémorragie interne au cerveau. Malheureusement, ça a fait beaucoup de dégâts. J'ai des séquelles aujourd'hui. On le voit pas forcément. J'ai un handicap invisible. Mais j'ai dû réapprendre depuis tout le début à marcher, parler, travailler ma concentration, ma mémoire. Encore aujourd'hui, après 3 ans, je suis en rééducation. J'ai eu un gros deuil à faire. Ça a été très compliqué. Moi, ma plus grosse crainte que j'ai eue, c'était pas de remarcher, parce que je savais que j'allais remarcher, mais c'était, est-ce que je vais devenir l'athlète que j'étais avant? Est-ce que je vais pouvoir redevenir cette personne et aller au-delà aussi? Et en fait, le plus beau exploit que j'ai fait dans ma vie, c'est ça, 5 mois après mon accident, après que mon crâne soit ouvert avec des plaques en titane et des vis sur le crâne, je suis allée au championnat du monde. Et en fait, quelques jours après, quand j'étais à l'hôpital, j'ai regardé mon médecin et je lui ai dit, en mars 2023, je serai au Japon au championnat du monde de patinage. Et il m'a regardé et m'a dit, il faudrait que tu saches marcher avant, peut-être. J'étais comme, c'est pas un problème pour moi. Donc oui, je suis allée au championnat du monde. Je ne savais pas forcément bien parler, je ne savais pas forcément bien compter. Tout ce qui était cognitif, je l'ai mis clairement de côté. J'ai fait là, il faut que je me concentre sur mes muscles, parce qu'il fallait que je reprenne du muscle, il fallait que je remarche. Donc c'est vraiment le côté physique qui a été mis en avant. Est-ce que je regrette? Non. Est-ce que c'était la meilleure chose à faire? Non, parce que côté cognitif, c'était vraiment une partie qui aurait fallu que je travaille avant. Mais j'ai réalisé un exploit et j'ai surtout montré à n'importe qui, à tout le monde, que en fait, même après un accident comme j'ai eu, je me suis quand même fait ouvert le crâne, 55 agrafes. Mon cerveau était complètement dévié sur la gauche. Même après ça, 5 mois après, j'étais sur la glace pour les championnats du monde. Puis je pense que c'est vraiment quelque chose. Je pense pas que tout le monde ferait ça, sérieusement. Non, je pense pas. Mais moi, je veux pas dramatiser la chose. J'aimerais que tu nous racontes une petite anecdote, un truc qui s'est passé pendant ta rééducation ou quelque chose, d'un moment où tu t'es dit, bon, c'est quand même assez drôle. Un mois après mon accident, puis j'avais plus aucune flexibilité, là. Mes muscles, j'avais plus rien. Et là, on était dans le lit, ma mère était avec moi, donc ma mère dormait avec moi, Marco dormait dans un autre lit, et ma mère était avec moi. Puis là, elle m'a dit, bon, va falloir que tu commences à t'étirer, là, parce que t'es vraiment très, très raide, et puis c'est pas possible, là. Si tu veux retourner sur la glace, il faut que tu t'étires. Donc, elle demande à Marco de venir, puis de venir m'aider à m'étirer. Donc là, Marco prend ma jambe, et lui, il pensait que j'étais souple comme avant, là. Puis il fait ça, puis là, je suis comme... je suis en train de crier parce qu'en fait, j'étais pas du tout souple. Mais clairement, là, j'avais la jambe comme pliée là. Puis, genre, c'était comme ça, là. J'arrivais même pas à faire 90 degrés avec un angle. Donc, c'était vraiment... Ah oui. Non, c'était vraiment drôle, là. J'ai des vidéos dans mon téléphone où je suis en train de crier parce qu'en fait, j'avais mal. Puis moi, j'étais comme... Mais là, je faisais mes 2 grands écarts et tout. Je suis devenue un robot. Donc, c'est un peu une anecdote. L'autre deuxième anecdote qui est un peu drôle. Enfin, c'est drôle. Il y en a qui vont penser que c'est un peu dégoûtant, là. Mais avec ma cicatrice, au fur et à mesure que ça pousse, j'avais comme des gales. C'est comme ma peau est pelée. Okay. Et moi, je m'amusais à comme arracher mes peaux comme ça. Et comme à un moment, j'ai filmé, puis là, j'arrachais ma peau. Puis sérieusement, on dirait que c'est pas propre, là, mais c'est propre parce que je désinfectais, je mettais de la crème, c'est pas propre. On dirait comme ça, une peau de serpent, là, puis je tirais comme ça, puis j'étais comme... Ah, en fait, tu n'es pas humaine. En fait, je suis pas humaine, ouais. C'est ce que tu veux nous dire. Mais nous, Dr House nous a beaucoup aidés. Parce que pour la petite anecdote, on a beaucoup regardé d'épisodes. Dr House, oui. Bah oui, on a regardé ça. En fait, on allait à la salle, puis après, on regardait Dr House chez moi. Voilà, on mangeait devant Dr House. Meilleure chose. Ouais, c'est sûr. Bon, après, pour rigoler un petit peu encore, tu nous as confié que tu avais un os en plus dans ta colonne vertébrale et même des plaques de titane dans le crâne. Ouais, donc tu sais, j'imagine que tout le monde t'a déjà posé cette question. Vas-y. Mais est-ce que tu sonnes à l'aéroport? Malheureusement, non, je ne sonne pas à l'aéroport. Et je sais que ça va en décevoir beaucoup. Moi aussi, c'était l'une de mes premières questions que j'ai demandé à mon chirurgien, mais
est-ce que je vais sonner à l'aéroport? Ouais, Est-ce que je vais faire ça bip, doit bip, être bip? Puis là, que je vachement vais devoir embêtant. expliquer. Puis il m'a dit non, c'est du titane, donc tu sonneras pas. Donc non, je ne sonne pas malgré mes 90 000 vis sur mon crâne. Ouais. D'ailleurs, je peux les toucher. Les vis sont un peu en... Sérieusement, si tu touchais mon crâne, là, tu pourrais sentir mes vis et mes plaques. Mais c'est encore douloureux. Oui, c'est encore douloureux. Et puis, je te dirais qu'en ce moment, c'est vraiment douloureux parce qu'en fait, mes nerfs, bah, vu que ça redevient nerveux et tout ça, après avoir enlevé le tissu, tout ça, bah, ça se reconstruit et tout ça. Mais ils s'enroulent autour de mes vis. Et du coup, bah, ça me fait très mal. Et ça me donne des mal de tête. Ah ouais. Donc, c'est assez compliqué. C'est une chose qu'on a vue avec mon médecin en ce moment, qu'il faudrait que je fasse comme une IRM radiologie pour savoir est-ce que ça serait bon, important d'enlever les vis parce que ça me ferait moins mal. Sérieusement, je suis pas vraiment enchantée de faire ça parce que j'ai pas envie de me refaire opérer, me faire raser et tout ça. C'est pas vraiment... C'est pas prévu dans mon futur, là. Mais c'est sûr que si ça me fait autant mal comme ça, je pense que ça serait compliqué de vivre avec pendant encore un bon bout Bah, de ma vie, là. on voit quand même que le corps humain est fou Ouais. et, et aussi que genre la détermination, ça peut changer la vie. Parce que Ouais. le combat que tu as mené, je pense pas qu'il y ait grand monde qui pourrait le mener. Non. Et c'est le combat d'une vie, je pense aussi. Donc, Petite anecdote, quand j'ai eu mon accident, euh, normalement, quand tu as un accident comme ça, là, vous pouvez aller le voir sur Internet, mais c'est sûr que tu restes un légume toute ta vie dans un lit, là. C'est vraiment ouais. un très gros accident. Et normalement, je serais pas en train de parler aujourd'hui, je serais pas qui je suis, comme je suis et tout ça, je pourrais pas marcher. Je suis vraiment le 0,000000001% de chance de ce que je suis aujourd'hui. Puis je suis tellement, comme ils appellent ça, un miracle que j'ai été, mon dossier a été étudié dans des universités et tout ça, lors des conférences en fait. Parce que ben, je suis une miraculée. Ouais, t'as toujours voulu être une star, en fait. T'as trouvé le moyen, là. Toujours voulu être une star, ça je sais pas. Ah, si, Toujours si. voulu Toujours voulu être une inspirer les gens, star. ça oui. Moi, je vous le confirme. Oh. Bon, revenons un petit peu à la glace. Oui. Quand tu étais sur la glace, qui a été ton idole ou ta source d'inspiration? Bah, du coup, je dirais Nathalie Péchala. Ok. Depuis que je suis très très jeune, Nathalie Péchala était la personne avec... Je regardais toutes ses compétitions, je me documentais sur elle et tout ça. J'avais un livre avec des photos d'elle, puis une signature. J'ai eu l'autographe de Nathalie Péchala. Je Patiné dirais... avec Fabien Bourza à l'époque. Ils ont Oui, quand même fait des médailles mondiales. Ils ont à fini l'Olympique aussi. quatrième. Non? Non, ils ont Quatrième? fait quatrième aux Jeux de Sochi, je crois. Ok. C'est des grands athlètes français. Oui, oui, ça a été des très bons athlètes aussi. Ils ont vraiment Donc, fait quelque chose... ils avaient toujours des programmes qui étaient assez originaux. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'ils se sont bien démarqués, je pense. Mais sinon, j'ai envie de dire que après une certaine âge, j'avais plus vraiment d'idole dans le patinage. La personne que j'ai beaucoup suivie après mon accident, c'était David Goggins. Ok. C'est vraiment une personne qui est comme remarquable. C'est vraiment une histoire à aller voir. Je la connais pas exactement, mais ce monsieur-là était en obésité. Et je pense qu'il a eu des problèmes dans sa vie et a décidé du jour au lendemain de se reprendre en main. Et il a fait, je pense que c'était la Navy SEAL ou quelque chose comme ça. C'est des entraînements d'armée extrêmement épuisants. Puis aujourd'hui, le gars, je crois que c'est ce week-end-là, il est en train de faire un ultramarathon de 350 km. Ah oui, d'accord. Donc, tu sais, c'est une machine, là. Oui. Et ce gars-là, il m'a vraiment aidé à avoir ma motivation, ma résilience, détermination, à continuer jusqu'à mon objectif que j'avais d'aller au championnat du monde. En fait, il a vraiment été un gros atout dans ma vie. Et sérieusement, j'ai tellement, tellement de respect pour ce monsieur-là. Là. C'est incroyable. J'allais en venir. Qu'est-ce qui t'inspire, par exemple, au jour d'aujourd'hui? Est-ce que tu as des livres ou est-ce que pour les gens qui te regardent et qui te suivent, des films qui te parlent? Bah, nous, on va vous dire qu'on a regardé Nos étoiles contraires il n'y a pas très longtemps, on a pleuré, Ah je sais oui. pas pourquoi. Bon, moi, j'ai beaucoup pleuré. J'étais tellement triste. J'étais comme, non, ça peut pas se finir comme C'est ça. assez triste, en effet. J'étais pas prêt. Mais quand les émotions nous tiennent. Exactement. Moment de faiblesse. Donc voilà, des films qui t'inspirent ou des documentaires, des choses que tu pourrais conseiller aux gens parce que
on parle d'accidents, mais il y a aussi des gens qui malheureusement sont malades. Oui, Et j'aimerais quand même faire un point sur ça. On n'est jamais à l'abri d'apprendre une mauvaise nouvelle. Des fois, ça nous tombe dessus, on s'y attend pas. oui. Et Je voilà. dirais que David Goggins, tous ces trucs qui sont sur Internet, ces podcasts et tout ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Je dirais aussi son livre Can't Hurt Me. Ça, c'est le livre de David Goggins. C'est aussi un très, très bon livre. J'ai aussi lu pendant ma rééducation de Comeback Champion, le retour des champions. C'est quand même quelque chose de très intéressant. C'est des sportifs qui sont retournés dans leur carrière et tout ça après soit un accident, après un trauma, après différentes choses. Là, ça dépend. Puis c'est vraiment quelque chose de très intéressant en tant que sportif de lire, de savoir son expérience, ses obstacles, comment il a surmonté, les questions qui se posaient et tout ça. Je suis en train de réfléchir, mais il y a aussi le documentaire qui est passé sur Netflix. Je sais pas si tu as déjà vu, c'est d'une histoire vraie. C'est 2 nageuses qui veulent participer aux Jeux Olympiques, mais je crois qu'ils habitent en Syrie, puis il y a les bombardements et tout ça. Ils ont dû traverser la nage, l'océan à la nage, parce que le bateau qu'ils avaient, comme tu sais, c'est des espèces de petits bateaux oranges, là, Des tu sais. barques, ouais, Ouais, peut-être, c'est ouais, ça, c'est ok. comme des barques. Puis ils étaient trop dessus, ils coulaient. Donc là, les 2 filles ont traversé l'océan à la nage et emmené les autres personnes avec dans le bateau. Ils ont Ok. tiré le bateau. C'est vraiment une très belle histoire. Au final, la fille va aux Jeux Olympiques, puis c'est tellement d'émotions, c'est tellement un très beau parcours, c'est tiré d'une histoire vraie. Je suis en train de penser, j'ai pas d'autres en tête. Non, j'ai pas d'autres. Ouais, bah, c'est intéressant, mais une question qui me vient là à l'esprit, c'est est-ce que maintenant que tu es un peu plus loin des projecteurs, tu as quelques petits regrets de pas, par exemple, je sais pas, avoir été au jeu, ou je sais pas si tu as envie de répondre à ça, mais tu vois, des petites choses qui, bien sûr, c'est la faute à pas de chance d'avoir un accident comme ça, bah, Ouais. comme tu disais, tu as 0,000,1% de l'avoir, mais est-ce qu'il y a des choses qui te manquent? Parce que maintenant, tu es quand même une entrepreneuse, tu as Ouais. quand même un nom, tu es connue. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te manquerait pour que tu n'aies pas de regrets, par exemple? Le patinage a toujours été une passion pour moi et ça l'est toujours. J'aime le patinage. Ce que je n'aime plus aujourd'hui, je dirais que c'est le monde de la compétition. J'ai été énormément dégoûtée du monde de la compétition, notamment avec mon agression sexuelle que j'ai subie 1 an après mon accident. Euh, j'ai toujours aimé performer dans les gens. J'aime transmettre une histoire, j'aime transmettre les émotions que je fais à travers la danse, dans le patinage. J'ai toujours aimé ça, mais c'est vrai que j'ai eu mon accident. J'ai eu mon agression, ça a complètement j'étais dans une période vraiment très noire. J'ai été en dépression, très sévère et je me suis dit: «OK, il va falloir que je reprenne ma vie en main» et j'ai décidé de mettre une pause à ma carrière. Hem, est-ce que je regrette? Non, parce que j'ai quand même fait pas mal de choses. Oui, forcément, mon rêve d'aller aux Jeux Olympiques et depuis que je suis toute petite comme toi, j'étais dans la team olympique estonienne donc j'y allais, tu sais, Toucher du doigt le but. exactement, je touchais vraiment, j'étais très, très près. Mais malheureusement, à cause de mon agression sexuelle, je pouvais plus. J'étais plus capable d'aller sur la glace. J'avais la boule au ventre, j'avais envie de vomir. J'étais plus capable d'être dans ce monde entouré de un environnement pas sain, malsain, négatif. Donc j'ai décidé de mettre une pause. Et il y a quelque chose qui voulait que... Attends, j'avais quelque chose en tête qui allait dans cette, dans cette optique-là, mais je m'en souviens plus. Merci les symptômes de mon accident, tu vois, ça c'est clairement les symptômes de mon accident. Mais je regrette pas non plus parce que en fait, ce que je suis devenue aujourd'hui, qui je suis, j'ai quand même j'ai 2 entreprises. Je suis employée d'une autre entreprise quand même assez reconnue. Aujourd'hui, on fait notre podcast ensemble avec des invités qui arrivent et prochainement très Ouais, très ça va intéressant. Je être suis cool, ouais. tellement excitée, sérieusement. Mais Vous n'êtes pas prêts. Je c'est vous le ça. dis, vous n'êtes pas prêts. Non. Le prochain invité là, je pense que ça va être vraiment vraiment incroyable. On peut leur dire que c'est pour Halloween, peut-être. C'est un épisode Halloween spécial Et là, Halloween. c'est cool. Ah ouais, ça va être cool. Non, je regrette pas.
Est-ce que j'aurais voulu participer aux Jeux Olympiques? Oui, mais la vie a fait que c'est comme ça que ça se passe. Donc, ça a été un gros deuil, mais ça va. Ok. Bon, ben, pour terminer un petit peu tout ça, on a l'idée que nos invités auront le droit de nous poser une question. Ouais. Donc, quelle question t'aimerais me poser, Solène? Wouhou! Waouh! Hey, tu m'as pas prévenu de ça. J'étais pas prête à... Si tu devais dire quelque chose à ton toi bébé, à ton toi enfant, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Ah, quand j'étais jeune, j'étais plutôt insouciant. Ok. Je dirais plutôt quelque chose à moi qui est ado. Mhm. C'est que tu dois pas porter toutes les peines. Tout ce qui t'arrive, c'est pas de ta faute. Et toi, le seul arme que t'as, c'est pouvoir réussir à te battre et rester debout. C'est pas toujours ta faute ce qui t'arrive dans la vie. Oui, exactement. J'ai mis du café partout sur moi. C'est comme... J'ai envie de rebondir par rapport à ça. Et quand j'ai eu mon agression... en fait, j'ai eu mon accident, puis après mon agression sexuelle. Et comme... je me suis dit, ça y est, c'est moi, en fait, le problème. Je vais avoir ça toute ma vie, en fait. Il y a quelque chose qui se passe, ça va un petit peu mieux, puis là, il y a de nouveau un truc qui se passe. Puis je me suis mis beaucoup la faute sur moi. Je me suis dit, si j'avais pas pris mon somnifère pour dormir, peut-être que ça me serait jamais arrivé, tu vois. Ou si, je sais pas là, si j'étais pas allée à cette compétition, peut-être que ça me serait... Tu sais, je me suis beaucoup mis la faute sur moi parce que je me suis dit, ok, c'est moi le problème en fait. Et on m'a dit une chose qui m'a quand même vraiment remise en question et qui m'a comme changé tout, c'est t'aurais pu être nue devant la personne, t'aurais pu être droguée, t'aurais pu avoir bu de l'alcool ou whatever là. T'aurais pu être dans n'importe quelle situation. T'aurais pu comme flirter avec la personne, mais pas spécialement avoir envie d'aller plus loin, tu vois. En fait, c'est le consentement. Tu sais, t'as jamais consenti à vouloir faire ça. T'aurais pu être nu, il n'avait pas le droit de faire ce qu'il t'a fait. Et quand la personne m'a dit ça, j'étais comme... oui, même si j'étais nue devant lui, là, ça voulait pas dire que j'avais envie d'aller plus loin avec cette personne. Ça voulait rien dire. Et là, en l'occurrence, j'étais pas nue devant la personne. Et ça s'est arrivé quand même. Donc, j'ai vraiment beaucoup appris à pas me remettre la faute sur moi, vraiment à me dire, c'est des choses qui sont arrivées, c'est comme ça, et apprendre à vivre avec. Parce que malheureusement, quand t'as des traumas comme ça, je pense que ça t'est déjà arrivé aussi dans ta vie, quand t'as des choses comme ça qui t'arrivent, tu peux plus les effacer. Ça reste ta vie. Ça reste quelque part dans ta mémoire, dans ton subconscient, et tu pourras jamais l'effacer. Jamais. Il faut que tu apprennes à vivre avec et à le mettre, je sais pas de côté, je sais pas si on peut dire de côté, mais il faut aussi apprendre à dompter cette chose pour éviter qu'elle prenne le dessus sur toi, t'auto-saboter. Ouais, je pense que ça peut déclencher des choses, des réactions qui sont pas forcément saines dans tes comportements aussi, je pense. Ouais. Non, je pense que c'est complexe, mais faut pouvoir dire tout n'est pas de ta faute. Et même si tu essayes de faire les choses bien, tu les fais pas toujours bien. Et malheureusement, ça t'empêche pas de continuer à essayer de faire bien pour ce que tu crois et ce que tu aimes. Voilà. Moi, ma question? Tu veux poser une question? Du coup, oui. Vas-y. Je t'ai interviewé. Vas-y. Tu m'as interviewé, pardon. Moi, ma question, ça serait, si tu devais dire merci à quelqu'un, tu le dirais à qui? Même pas besoin de réfléchir très longtemps, c'est ma mère. Ma mère a été mon pilier dans toute ma vie. Et elle l'est encore. Et je dois tout à ma mère. Je dois vraiment tout à ma mère. Et c'est la seule personne qui a été là pour moi. Et c'est à elle que je lui dirais merci, merci maman pour tout. Pour mon éducation, pour le patin, tout ce que tu as fait pour moi et mes frères et sœurs. Merci énormément. Ok. Ah, je vais pleurer. Non, C'est non, beau. non. N'oublie pas d'aimer les mamans alors. Oh my god, je vais pleurer.
Super. Parfait. Bon, Geoffrey, comment ça s'est passé ce premier épisode? Pas trop mal. Ah, j'ai tellement hâte du prochain. Ouais, ça va être excitant. Là. Ça va être incroyable. Vous avez vu ce beau décor? Regardez-moi ce beau décor. On est dans les studios HomePod. Vraiment incroyable. J'adore. Merci beaucoup. Vous en savez un peu plus sur nous deux. Et dès le prochain épisode, on recevra un invité qui se prêteront eux aussi au jeu de la question surprise. Puis on ira plus loin pour découvrir qui ils sont vraiment. Qu'est-ce qui se cache derrière leur sport, leur entreprise, leur business model ou simplement derrière leur personnalité. Merci d'avoir suivi ce premier épisode de So et Joe. Ouais, le premier d'une longue lignée. D'une longue lignée. Attention, nous avons prévu jusqu'en avril 2026. Donc n'oubliez pas de nous suivre. Abonnez-vous surtout. Abonnez-vous pour ne rien manquer, exactement. Et ça sera toutes les 2 semaines, les épisodes. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Bye bye. Bye, merci.